Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Eh bien oui, nous sommes Human, nous sommes la radio de l'humanitaire et de l'écologie et aujourd'hui nous parlons depuis le centre de la métropole et de la ville de Lyon. En plein centre, il y a un grand parc qui est l'un des plus beaux parcs européens, mais enfin c'est les Lyonnais qui le disent, il va falloir vérifier. Et nous faisons ici l'ouverture de Dialogue en Humanité, ce festival mondial de l'écologie, on peut le dire comme ça, et de quoi ? Et de l'humanitaire. Alors Geneviève Ancel, qui en est l'initiatrice, qui en est la coordinatrice, on va se contenter de ce terme-là, sinon elle va rougir, est là, et elle va nous dire ce qu'est Dialogue en Humanité. Bonjour Geneviève. Bonjour. Alors effectivement, je suis au service d'une démarche qui me dépasse largement. Donc c'est juste que cette affaire des dialogues en humanité qui se relie effectivement à l'humanisme lyonnais, ce n'est pas par hasard. Si nous nous retrouvons dans le beau parc de la Tête d'Or avec ses arbres multicentenaires, mais aussi avec des humains qui sont porteurs de solutions, porteurs d'initiatives positives, qui viennent de chez nous, qui viennent de tous les pays du monde. Et ça, c'est quand même une façon d'être plus optimiste aujourd'hui et de se raconter demain. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait au sein des dialogues en humanité, qui sont dans un parc, un très beau parc, certes, mais enfin, il ne suffit pas d'être dans un beau parc pour faire quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que c'est concrètement, dialogue en humanité ? Il y a beaucoup de gens qui viennent voir ? Alors concrètement, je pense que la première chose, c'est de se dire que nous sommes reliés à la nature parce que nous sommes partis de la nature. Donc déjà, c'est de se sentir là, dans cet esprit-là, dans cette capacité-là, de nous accueillir nous-mêmes dans cette nature. Et l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes très très nombreux dans le monde, un peu partout, dans nos quartiers, dans nos entreprises, à essayer de faire face à un certain nombre de défis auxquels l'humanité est confrontée. Écologiques, climatiques, sociaux, de solidarité, de lutte contre les guerres, de la question de l'eau, bien d'autres, aussi du dialogue entre les cultures et finalement de comment nous pourrions grandir en humanité, chacun de nous et nous, chacun en prenant soin de l'autre. Et ces dialogues donc durent plusieurs jours à Lyon et regroupent combien d'organisations ? Alors en termes d'organisation, je ne sais pas compter. Je sais que nous avons à peu près au moins 250 partenaires, puisqu'on n'a même plus la place pour mettre leur logo, tellement il y en a. Ce ne sont pas des partenaires financiers, ce sont des partenaires un peu comme une auberge espagnole, toute simple. On dit comme ça, puisque les Espagnols ils disent auberge française. Mais bon, c'est simplement de partager ce que chacun est en train de construire là où il est et de le mettre en commun et d'inspirer l'autre. Et par la réciprocité des savoirs, chère à notre amie Henriane de Chaponnet, eh bien nous essayons de partager ça, de mutualiser et puis de démultiplier, parce que c'est ça l'enjeu. Voilà, et nous voilà partis donc pour 55 minutes avec nos invités que je vous présente à l'instant. Pour commencer, Siddhartha. Bonjour Siddhartha. Bonjour. Donc nous allons parler peut-être en anglais ou en français comme vous le souhaitez. Si vous parlez anglais, je ferai une traduction simultanée immédiate. Si vous parlez anglais, si vous parlez français, eh bien vous parlerez directement. Up to you. Who are you? I think you're a philosopher. Well, I'm involved with social issues and political issues. Donc je suis concerné par les questions politiques et économiques. Et religieuses. Et religieuses. Because we also have big problems in countries like India, conflict of religions. Nous avons beaucoup de problèmes en Inde. Conflict of religions. Des conflits de religion, bien sûr. And I think the dialogue is very important because unlike other social movements, les dialogues sont très importants car contrairement à d'autres mouvements, because in the dialogues we not only deal with politics and economics and ecology. Oui, nous ne faisons pas que traiter des questions écologiques, économiques, etc., mais we deal with human values, with spiritual values, with friendship.
Voilà, avec l'amitié, nous faisons aussi avec l'amitié, avec tout ce qui tourne autour de cette humanité. Mais, So the human dimension is very important in the dialogues. donc, la dimension humaine est très importante dans les dialogues. And maybe for you, as well, the religious dimension as well. Yes, the religious dimension is important because religion has a dimension of liberation and it has a dimension of oppression. So, in many parts of the world, we see the oppressive side of religion, and we have to work towards reinterpreting religion along social, ecological, and compassionate terms. Voilà, donc traduire, bien sûr, l'idée. Tout le monde aura compris que je dois à la fois traduire, penser à ce que je vais dire derrière, etc. Donc l'exercice est délicat, mais Tim Hughes, que je vous présente aussi, est là, il est franco-anglais, et c'est parfait, il va résumer ce que vient de dire notre philosophe Siddhartha. Alors, il vient d'expliquer que la religion est connue sous deux faces, la face oppressive et libératoire, et que trop de concentration se fait sur l'oppression exercée par la religion, et lui voudrait lutter pour convertir plus vers la face de libération, et qui donne la parole et qui est basée sur l'humanité et la compassion. Mais pourtant, pourrait-on lui demander, Tim Hughes, que vous allez vous présenter ensuite, pardon, mais là vous nous servez, merci, de traducteur improvisé, la religion parfois est oppressive aussi. He's asking for confirmation that Yes, religion yes. is sometimes oppressive. Yeah, I understand. Okay. Religion is ultimately a question of interpretation. You can interpret what is negative in religion, the oppressive side of religion, or you can interpret what is positive and liberative in religion. Voilà, donc il dit que c'est une question d'interprétation. On peut effectivement interpréter la religion sur ces aspects qui sont oppresseurs. Et lui, donc, il répète sa lutte qui est de convertir ce regard vers le regard qui est la libération par la religion et basé sur les valeurs qu'il défend de l'humanité. Voilà, alors nous allons y revenir, bien sûr, Siddhartha, mais puisque Tim Hughes a la parole, voilà, il est président de Agir ensemble pour les droits de l'homme. Mais merci de vous présenter et de présenter votre organisation. Eh bien, donc voilà, Tim Hughes, comme je vous l'avais dit, je suis anglais, en fait, je ne suis pas encore français. J'ai fait la demande de la naturalisation. Mais le Brexit n'est pas loin. Brexit n'est pas loin, mais oui. C'est un autre sujet, j'espère que ça n'arrivera jamais. Je suis installé en France depuis 14 ans, je suis avocat de métier, mais j'ai l'honneur d'être le président, donc, comme vous l'avez dit, d'Agir ensemble pour les droits de l'homme, une ONG lyonnaise basée à Avenue Berthelot. Et depuis près de 30 ans, cette association se bat pour défendre les droits humains partout dans le monde, avec une spécialité actuellement dans certains coins où nous avons de la crédibilité et la légitimité. C'est notamment en Afrique centrale, en Amérique latine et aussi un peu en Asie. Nous avons des thématiques que je pourrais développer tout à l'heure si vous le souhaitez, mais c'est une ONG dont les Lyonnais ignorent souvent l'existence, mais qui se bat pour les droits humains dans ces coins-là, où les droits fondamentaux sont malheureusement très bafoués. Voilà, merci d'être avec nous. Alors, je co-anime cette émission avec Louise Raymond, qui va prendre la suite au micro pour interviewer l'ensemble de nos invités. La suite. Merci Pierre-Alain, bonjour à tous et merci d'être là. On va peut-être continuer le tour de table pour que chacun se présente. Donc, merci Tim Hughes pour cette présentation. On a avec nous aussi Jean-François Ploquin de Forum Réfugiés COSI. Bonjour Jean-François. Alors Jean-François, pourquoi es-tu ici aujourd'hui et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Forum Réfugiés, très rapidement, faire un petit survol? Forum Réfugiés COSI, c'est une association qui a été créée en 1982, à un moment où on est quelques décennies après le grand conflit mondial, qui a vu toutes sortes d'horreurs et de violences, mais qui a aussi vu, dans l'après-guerre, s'élaborer les grands textes internationaux fondateurs qui protègent, Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, la Convention de Genève en 1951. Et sur ces socles de droit international, on construit des systèmes de protection. Voilà.
qui se traduisent par des normes internationales. Il y a aussi un droit européen et puis il y a aussi dans chaque pays un système de protection. Et donc nous faisons partie des acteurs associatifs en l'occurrence qui accueillent, s'agissant de forums à Lyon, dans la métropole et puis aussi dans le Grand Sud-Est, des demandeurs d'asile et des réfugiés. Et c'est à la fois, et c'est toujours aussi, cet accueil est l'occasion de mesurer très concrètement au quotidien cette commune humanité. Même si les personnes accueillantes, je dirais, ne sont pas du même côté de la violence. Parce que l'humanité est violente, les hommes sont violents contre les hommes. Et c'est parce qu'il y a cette violence qu'il faut construire la protection et l'accueil. Est-ce que cette violence est une fatalité ? Là je vais peut-être regarder le philosophe, mais je crois qu'on peut observer qu'elle est toujours là. Je crois que la violence fait partie de l'être humain. Je crois qu'elle fait partie, on la constate aussi dans la nature de façon assez... Et donc il s'agit à la fois de la prévenir, de la tenir sous contrôle et d'en réparer les effets. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci Jean-François. On enchaîne avec le tour de table. On accueille avec nous aujourd'hui Irène Koukouyi. Bonjour Irène. Vous pouvez vous emparer tout doucement du micro. Irène Koukouyi qui s'occupe des dialogues en humanité à Porto Novo au Bénin. Oui. Et bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Je viens du Bénin. On a commencé les dialogues en humanité depuis 2014. Et je viens d'une ville où il y a 3 religions qui se côtoient et qui fonctionnent en harmonie parce qu'elles se respectent. Le jour où il y a eu manque de respect, il y a eu une violence terrible. Je parle de l'islam, de la religion catholique et du vaudou. Et du vaudou. Et donc du vaudou. Qui est la religion, qui est une religion ? Le vaudou est une religion ? Qui est une religion. D'accord. Endogène au Bénin. Et donc les 3 religions fonctionnent correctement en harmonie avec des communautés qui les respectent. Et je me rappelle, il y a eu une année où il y a eu une guerre entre 2 religions à Porto Novo, la religion musulmane et la religion vaudou. Et donc il a fallu que le gouvernement s'interpose et fasse la paix à travers des dialogues. À travers les dialogues en humanité ont permis de ramener la paix dans la ville de Porto Novo. Donc je peux dire que lorsque les religions fonctionnent correctement et que chaque religion, chaque communauté se respecte, il ne peut pas y avoir de violence dans une communauté. Voilà ce que je peux dire. Alors, on reviendra peut-être sur ces questions un petit peu plus tard. Vous êtes aussi membre de l'association Femmes en Développement ? Oui, Femmes en Développement a été créée en 1998 pendant que j'étais proviseur du plus grand lycée de jeunes filles de Porto Novo, du Bénin d'ailleurs, et que j'ai remarqué que les filles refusaient les responsabilités, fuyaient les responsabilités. Donc il fallait agir pour qu'elles aient un confort dans la prise de parole en public, ce qui leur permettait d'agir correctement dans la société. Donc c'était mon point d'honneur dans mes années de provisorat au Bénin. D'accord. Merci Irène Koukouyi. Alors avec nous on a Madame, j'ai oublié mon prénom. D'accord. Si vous parlez dans le micro. Alors Déborah, je vous laisse vous présenter. Si vous le voulez bien. Je viens du Brésil, de Bahia. Nous, depuis 2006, on organise un grand événement qui s'est rapproché du réseau Dialogue en Humanité. Et je crois que j'étais en train de penser en écoutant des personnes qui font un travail pour une meilleure humanité, qu'est-ce qu'on essaye de faire. Et peut-être, c'est l'idée de vivre les rêves qu'on a. Donc, les événements autour des dialogues en humanité au Brésil, ils sont des expériences vécues d'une autre économie, d'une autre gouvernance, d'une autre façon de se relier à la spiritualité, qui peut ne pas être religieuse, mais tout simplement se relier au mystère, à l'amour universel. Donc, nous pratiquons dans ces jours, comme dans un grand parc, comme ici, des moments où on peut vivre ce que pourrait être l'humanité, comme un petit oasis. Je crois que c'est ça ce qu'on a besoin aujourd'hui,
que les gens puissent nourrir leur espoir de que nous-mêmes, cette humanité qui a fait autant de mal à la nature et aux humains, elle aussi, elle peut reconstruire, reboiser, refaire son économie, refaire sa gouvernance. Et donc, on essaie de vivre ça pendant quelques jours au Brésil, à Bahia. Voilà, et on enchaîne avec un marcheur qui est arrivé et qui s'appelle... Alors moi je suis Serge Perrin, je suis du mouvement pour une alternative non violente avec mon collègue Victor Fornito du CECOL, Oui. association d'environnement de l'Ouest lyonnais. Donc en tant que mouvement non violent sur Lyon, on est en train d'organiser une marche Lyon-Genève qui va arriver à Genève le 25 septembre 2020 en soutien et en collaboration avec une grande marche internationale, le grand projet Tchadjagat 2020, qui est une marche internationale initiée par un mouvement indien, Ekta Parishad, dont le leader Raja Gopal est venu déjà plusieurs fois au dialogue en humanité. Et donc l'idée c'est de marcher pour la justice et la paix. C'est-à-dire après avoir fait des grandes marches non violentes gandhiennes en Inde, ce mouvement s'est dit il faut qu'il y ait un mouvement mondial qui aille en particulier à Genève interpeller l'ONU pour la mise en place des grands objectifs de développement durable que toutes les nations disent vouloir mettre en place, mais qu'on n'en voit pas beaucoup la mise en pratique. Donc voilà, nous on est prêts, on va marcher. Et donc en septembre 2020. Merci d'être avec nous et voilà lancer notre émission puisque nous sommes au cœur de la problématique, à la fois les bons sentiments dans un beau cadre, mais aussi les réalités, la violence dont parlait il y a un instant Jean-François Clopin, la violence de ce monde et puis les espoirs qui peuvent être assumés, qui peuvent être voulus par les uns et par les autres. Alors c'est pour ça que nous sommes là aussi en tant que Human et je vais laisser à Thierry Borde qui est le président de Couleur Lyon qui émet donc en DAB+ sur l'ensemble de la métropole, à la fois d'expliquer ce qu'est ce projet, cette initiative Human, j'y reviendrai ensuite s'il veut bien, et puis de dire de quelle manière on va le diffuser, sur quelles ondes et comment. Ah bah oui, il veut bien Pierre-Alain, puisque tu en es beaucoup l'instigateur et la cheville ouvrière de cette émission Human. Alors oui, donc Couleur Lyon, Couleur FM, c'est une radio qui émet à Lyon, sur la métropole lyonnaise et sur le Nord-Isère, avec la particularité sur la métropole lyonnaise. On ne va pas s'y attarder, là c'est pas le sujet d'émettre en numérique, qui est le nouveau format de la radio qui s'écoutera dans les prochaines années. Voilà, alors Human, c'est une émission comme une sorte de convergence d'acteurs locaux, d'acteurs internationaux que Pierre-Alain va mettre. Tu vas faire un peu le chef d'orchestre autour de tas d'acteurs qui parlent de solidarité internationale, qui parlent de coopération, qui parlent de dialogues en humanité, au-delà même du parc de la Tête d'Or, mais de manière absolument générale. Et puis du côté de Radio Couleur, nous on est ravis de se faire les outils, les vecteurs de tous ces messages. On travaille avec les dialogues depuis fort longtemps notamment, et cette émission va tout à fait dans ce sens. Voilà, je pense qu'on peut se faire une première pause musicale avec par exemple, ce sera la couleur locale, Society de Eddie Vedder. Et voilà, nous sommes Human, nous sommes la radio de l'humanitaire et de l'écologie. Nous sommes au Parc de la Tête d'Or dans la métropole et la ville de Lyon avec les dialogues en humanité. Et nous accueillons un grand nombre de personnes qui viennent de France, mais qui viennent surtout d'ailleurs, qui viennent, vous l'avez déjà entendu, qui viennent d'Inde, qui viennent du Brésil et qui viennent maintenant de Colombie avec d'Équateur, avec Fernando Rosero. Mais les Français sont nuls en géographie, vous savez. Bonjour. Tout d'abord, félicitations aux organisateurs et organisatrices de cet espace. Et ensuite, vous dire que nous sommes très contents de partager avec vous. En Équateur, on a fait des progrès, des pas en avant par rapport aux droits de la nature en tant que sujet de droit. Et puis par rapport aussi au summa causa. La nature serait sujet de droit, selon vous? Oui, bien sûr. Et selon la constitution de l'Équateur aussi.
Et on a la possibilité d'agir, enfin les communautés, les personnes, nous avons la possibilité d'agir, par exemple, s'il y a la contamination de l'eau ou autre. Ouais. Alors, nous avons fait des avancées importantes, mais en ce moment, nous avons des défis, car les industries minières, donc pas pétrolières, d'autres, sont en train de faire des avancées dans le territoire équatorien. Et en ce moment, il y a les dialogues qui s'imposent. Il y a justement le besoin de faire des consultations aux communautés d'Indiens, des Afro-Équatoriens et des Montubios aussi. Vous voyez ? Donc là, on a un défi d'actualité. Oui, alors moi je ne suis pas spécialiste des pays d'Équateur, mais je sais qu'effectivement en Amérique centrale, il me semble qu'il y a un pays qui a déjà atteint la neutralité carbone. Je sais que c'est une région du monde qui est vraiment en avance sur ces questions d'écologie. Et effectivement, la nature doit être un sujet de droit. Il faut qu'il y ait une constitution qui protège la nature. Et donc, il me semble effectivement que ces pays sont vraiment en avance par rapport à nous en France et dans plusieurs pays d'Europe. L'équilibre, c'est le Costa Rica. Nous sommes en train de lutter pour arriver justement à ça. Mais en ce moment, nous avons un énorme défi, comme je l'ai dit tantôt, là, tout à l'heure, avec les industries minières et pétrolières, qui sont très intéressées à la montagne, mais aussi aux forêts amazoniennes. Voilà, donc notre propos est assez vaste, assez divers. Nos intervenants sont également multiples. Je vous propose de focaliser progressivement nos débats sur cette initiative que nous avons prise, que nous appelons l'initiative UMAN, qui est assez complémentaire, qui est très complémentaire de ce qui se passe ici en dialogue en humanité et qui se passe dans beaucoup d'organisations que vous représentez. Notre propos, il est d'ouvrir en tant que journaliste, c'est-à-dire avec un certain regard critique et une possibilité de regard critique qui manque parfois dans les milieux associatifs où on dit oui, c'est bien, j'approuve. Non, aussi de la critique, aussi du débat. Je sais que les dialogues en humanité ne sont pas le lieu du débat, mais le lieu de l'acceptation. Mais enfin, voilà, quand on est journaliste, quand on a été avocat, Tim Hughes, c'est bien, on aime bien le contradictoire, on aime bien le débat, parce que c'est peut-être du débat aussi que naît la lumière. Alors je vais exposer très sommairement ce qu'est cette initiative UMAN, pour vous permettre ensuite de réagir et de nous dire de quelle manière, avec vos organisations, avec vos propres parcours, vous pouvez être dans vos pays, chacun dans vos organisations, des relais de cette initiative que nous voulons une initiative collective. L'idée est de générer, et nous en avons déjà produit pas mal, des émissions, d'abord comme celle-là, de 55 minutes, qui sont soit des émissions thématiques, aujourd'hui Dialogue en humanité et l'initiative UMAN, soit des émissions de face à face avec par exemple un fondateur d'ONG. On a eu le plaisir d'avoir Jean-François Ploquin récemment autour de notre micro. Pourquoi ? Parce qu'il est responsable d'une organisation humanitaire. On a eu également par exemple Xavier Emmanuelli, un ancien ministre français de l'humanitaire, fondateur de Médecins sans frontières. Bref, 55 minutes avec un fondateur d'ONG. Donc ça, c'est la première série d'émissions. L'autre série, c'est une émission c'est de la vidéo. Alors soit que l'on fasse la vidéo de nos débats ou d'un face-à-face avec un fondateur, soit qu'on fasse ce que l'on appelle un time to be. On en fera quelques-uns pendant ces 3 jours en dialogue en humanité. C'est-à-dire prendre quelqu'un, se mettre en relation avec ce quelqu'un qui a quelque chose à dire, qui a quelque chose à dire aux jeunes, qui a quelque chose à dire aux gens du monde, et puis le filmer un peu comme un cinéaste filme, c'est-à-dire en faisant des rushs. Et ensuite, tranquillement, les vidéastes que nous sommes aussi, nous montons ce sujet en faisant un sujet de 5 ou 6 minutes, très, très, très court, très, très organisé, très monté,
comme disent les gens du cinéma et de la vidéo, de manière à en faire des introductions à des débats citoyens. Notre idée, qui rejoint l'idée de la radio associative, bien sûr, et de la radio tout court, c'est que la radio permet aussi de communiquer, que c'est un moyen simple, techniquement relativement simple et à portée de communiquer, et les Africains sont les premiers à le savoir parce qu'on utilise beaucoup les ondes hertziennes et on va utiliser aussi beaucoup le DAB+, dans les années qui vont venir. Donc voilà, l'idée à la fois de faire du son, du bon son de préférence, de qualité, et on a des techniciens pour ça. Merci Maxime au passage. On l'applaudira à la fin, ouais, on l'applaudit tout de suite. Allez, on applaudit Maxime. Parce que la technique, si elle n'est pas là, Maxime, il n'a pas de micro, il ne peut pas répondre, et ben on ne peut rien faire. Et on était là ce matin de très bonne heure pour vous installer à l'ombre. Voilà, Tim Hughes, le projet Human. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez réagir chacun de votre côté en fonction de qui vous êtes et de qui est votre organisation, et que vous parliez aussi, bien sûr, de vous. Alors, je vais juste revenir sur 2 points, parce que nous sommes assez nombreux. Le premier point, c'est votre propos introductif par rapport au dialogue en humanité étant le moment de l'acceptation et que vous souhaitez nourrir le débat. Vous avez raison, sauf que je suis sûr qu'autour de notre table, nous sommes tous très fatigués du fait que pendant toute l'année, nous nous battons contre les autres, contre les systèmes politiques chez nous, à l'étranger, au niveau de l'Union européenne ou quel que ce soit. Ça nous fait quand même du bien de prendre une pause pendant 3 jours et d'être avec des gens qui nous ressemblent, qui partagent nos valeurs. Et c'est nourrissant et on repart gonflé de ce moment de partage. Et si, au passage, il y a des gens qui souhaitent s'intéresser à d'autres associations parce qu'ils ont des sensibilités, tant mieux. Moi, je suis très branché par la marche de monsieur l'année prochaine entre Lyon et Genève, par exemple. Mais il peut y avoir d'autres sensibilités qui se relèvent. Par rapport à votre projet, qui est génial au niveau de Radio Human, je vous dirais une chose, c'est que nous sommes ravis à Agir ensemble pour les droits de l'homme d'organiser en mars 2020 un échange dans un de nos thématiques qui est le leadership féminin, dans un de nos projets qui se passe en Afrique centrale avec 4 pays, donc les 2 Congos, Cameroun et le Gabon. Nous allons organiser avec l'aide du métropole de Lyon une semaine autour de la Journée internationale de la femme au mois de mars l'année prochaine. Et vous avez eu la gentillesse de vous engager avec nous parce que nous ferons une conférence pour le grand public lyonnais et encore plus large qui souhaiterait venir assister à ce débat, ce moment d'échange, parce que nous ne savons pas assez de la lutte que menons la société civile dans ces pays-là, et surtout le rôle des femmes qui est souvent ignoré. Et donc ça sera le moment, avec votre aide, de mettre la lumière sur le leadership féminin dans ces 4 pays-là, et pour informer non seulement les personnes qui viendront assister à la conférence, mais ceux qui ensuite auront la bonne idée de podcaster l'émission grâce à votre coopération. Voilà, vous avez tout dit, Tim Hughes, sur ce sujet, j'y reviens pas. On sera partenaire, bien sûr, pour cette excellente semaine que vous organisez en février prochain, je crois, en février 2020. Sur le premier point qu'a évoqué Tim Hughes, est-ce que quelqu'un a envie de réagir ? Je veux dire, cette question, quand on lit les textes qui sont proposés par Dialogue en Humanité, eh bien, on voit que Dialogue en Humanité met l'accent sur l'écoute. Et c'est vrai que dans ce monde, nous avons besoin d'abord d'écouter les autres. Et puis en même temps, voilà, il y a le débat. Alors, sur ce sujet, mesdames, messieurs, qui souhaite prendre la parole ? Oui, Déborah ? Je crois, et ça on essaie de pratiquer dans nos dialogues du Brésil, que c'est aussi une question de vision du monde. Parce qu'on ne peut pas dire que le débat et le dialogue sont des choses contradictoires. On peut être... Merci pour ça. Quand nous sommes à l'écoute vraiment de l'autre, on peut être un contradictoire, mais ne pas être en conflit. Nous sommes dans une situation d'écoute et on essaie de grandir chacun de son côté.
Et j'ai l'impression que ce que le dialogue porte, et nous au Brésil, on essaye de le mettre en pratique, c'est d'avoir une sorte de vision du monde plus féminine, dans le sens où on est plus accueillant à l'idée de l'autre. On essaye d'harmoniser notre point de vue avec le point de vue de l'autre, pas parce qu'on renonce à notre point de vue, mais parce qu'on écoute vraiment l'autre. Donc je crois que de passer, et je suis prof à l'université aussi, je travaille avec le paradigme holistique, quantique, systémique. Qu'est-ce que ça veut dire ça, le paradigme holistique et quantique? C'est-à-dire, peut-être pour être très simple, oui. C'est une vision de monde qui va vers la compréhension de l'unité de tout. C'est ça que nous dit la physique quantique. Nous sommes un seul grand être avec des milliers de façons de s'exprimer. Et je crois que l'esprit féminin, notre façon féminine d'agir, et heureusement les femmes prennent de plus en plus le devant dans cette humanité, ça nous donne cette possibilité d'accueillir cette unité, de comprendre qu'elle n'est pas une contradiction avec l'individualité et qu'on peut avancer vers l'écoute, le dialogue, sans écraser le conflit. Voilà, on vous entend bien. Superbe intervention, Déborah, merci. Je crois qu'on a besoin d'un peu de musique là, après le holistique, vous croyez pas? Allez, du reggae par exemple. Je vous propose Résistance, tiens, de Naman. Et voilà, nous sommes toujours au Parc de la Tête d'Or, en plein cœur de la métropole et de la ville de Lyon. Nous sommes toujours dans l'émission Human, nous sommes toujours dans les dialogues en humanité et nous accueillons à présent Fatou Ndoye de l'organisation Enda Graf Sahel. Bonjour Fatou, rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Bonjour. Voilà. Eh bien, dites-nous, vous êtes d'abord dans une tenue absolument superbe que je décris parce que nous ne sommes qu'à la radio. Il y a du rose, il y a du rouge. On était dans la féminité tout à l'heure. Dites-nous qui vous êtes, d'où vous venez. Bonjour, donc je m'appelle Fatou Ndoye. Je viens du Sénégal. Je travaille dans une ONG qui s'appelle Enda Graf Sahel, qui veut dire tout simplement environnement, développement et société. Groupe de recherche, action, formation. Donc nous partons des initiatives que développent les populations à la base pour les accompagner afin de créer le lien avec les décideurs politiques pour que des politiques publiques concertées soient mises en œuvre. Donnez-nous un exemple concret de votre action, Fatou. Bon, par exemple, dans le domaine, comme l'a dit ma sœur Déborah, nous travaillons beaucoup avec le leadership féminin. Aider à ce que les politiques publiques puissent reconnaître le travail considérable que mènent les femmes dans le domaine surtout de la sécurité alimentaire. Vous savez, nous sommes dans des pays où les femmes travaillent beaucoup, mais malheureusement, leur place n'est pas tellement reconnue. Et tout le travail que nous menons, c'est justement de permettre à ce que, en tout cas, leur activité soit plus visible, soit reconnue. Voilà tout le travail que nous menons, et aussi bien dans le domaine donc, de l'éducation, dans le domaine de la formation, dans le domaine de la sécurité alimentaire. Nous faisons en sorte que leurs initiatives soient visibles et reconnues par les politiques, par l'État. C'est là qu'on voit que les thématiques d'égalité entre les hommes et les femmes, les thématiques d'écologie, de justice sociale, de justice en général, sont étroitement liées et doivent fonctionner ensemble. C'est-à-dire que finalement, elles ne peuvent pas fonctionner de façon différenciée. C'est-à-dire que s'il y a des inégalités entre hommes et femmes, il y aura des inégalités sur plusieurs autres thématiques. Tout ça, c'est lié, Fatou Ndoye ? Effectivement, nous pensons que l'une des premières inégalités se situe d'abord au niveau des inégalités entre hommes et femmes. Donc, quand il y a ces inégalités-là, nous ne pouvons pas accéder à ce que nous voulons. Et nous le voyons par exemple dans le domaine de la sécurité alimentaire. Les femmes travaillent beaucoup pour permettre à ce que l'insécurité alimentaire soit combattue. Mais malheureusement, l'inégalité fait en sorte que ces femmes, par exemple, ne peuvent pas accéder à la terre.
Or, si on n'a pas accès à la terre, nous ne pouvons pas garantir cette sécurité alimentaire. Si nous ne pouvons pas accéder, par exemple, aux finances, par exemple, nous ne pouvons pas combattre cette insécurité alimentaire. Donc, cela est complètement lié. Et nous savons aussi dans le domaine de l'environnement que les femmes œuvrent beaucoup pour la protection des écosystèmes dégradés. Et ce travail qu'elles mènent n'est pas totalement reconnu et soutenu par les politiques locales comme les politiques supérieures. Est-ce que vous pensez, Fatou, que les femmes dans le monde œuvrent plus que les hommes pour l'écologie, la préservation de la nature? En tout cas, pour ce que je sache chez moi, les femmes travaillent beaucoup. Si vous prenez un exemple, par exemple dans le delta du Saloum, qui est un écosystème qui commence à s'effriter du fait de la, je peux dire même de la prédation des hommes. Aujourd'hui, les femmes œuvrent beaucoup pour replanter les écosystèmes dégradés, pour planter de la mangrove, pour reconstituer les terres salées, etc. Donc, ce travail-là, c'est entre les mains des femmes. Et pourtant, il y aurait une possibilité de le reconnaître. Donc, tout ce qu'elles font aujourd'hui, c'est pour l'instant invisible parce que ça n'existe pas dans les statistiques de l'État. Vous prenez aussi le travail du care, par exemple, aussi bien le care environnemental, mais le care même au niveau familial. Ce sont les femmes qui s'occupent des enfants, ce sont les femmes qui s'occupent des personnes âgées. Et pourtant, ce travail n'est pas considéré, n'est pas soutenu. Voilà, comme si, Fatou, comme si, quelque part, l'inégalité homme-femme était la matrice des autres inégalités? Pour moi, oui. C'est vraiment à la base de tout que cette inégalité-là est à la base de tout. Quand on ne reconnaît pas la place de la femme complètement en tout cas dans la répartition des ressources, finalement, c'est cette inégalité en termes de répartition des ressources qui influe, qui est liée donc à cette inégalité-là. Donc, pour nous, c'est à la base de tout et c'est ça, cette situation légale, en tout cas cette répartition équitable qui nous permettrait d'arriver vraiment vers une société plus juste et plus équitable. Voilà, alors Fatou, vous connaissez donc Siddhartha. Vous avez en commun donc de travailler sur cette question de comment nourrir sainement 10 milliards d'êtres humains tout en préservant la planète. Donc vous faites partie de l'ONG Andagraph Sahel et Siddhartha de l'ONG People Tree, donc en Inde. Et vous travaillez aussi sur cette question, comment est-ce qu'on peut nourrir 10 milliards d'êtres humains, puisqu'on va être 10 milliards à l'horizon 2050, il me semble. Et comment faire ça sans continuer de ravager notre écosystème? Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus et sur cette connexion qu'il y a à trouver avec l'autonomisation des femmes? Alors, Siddhartha, peut-être, oui. In India, we are working to promote millets. En Inde, nous promouvons le millet. Millets are a kind of cereal. C'est une céréale. And they are 3 to 5 times more nutritious than rice or wheat. Qui est 2 ou 3 fois plus nutritive, en quelque sorte, que le riz, le blé. For example, 1 kilo of rice takes 5,000 liters of water to grow. And Donc, 1 kilo of millet takes about 400 liters. Alors, redites-le en français, je suis sûr que vous êtes capable de le faire. 1 kilo du riz prend 5000 litres de l'eau pour produire. Oui. Et 1 kilo de millet, ça suffit d'avoir 400 litres. 400 litres. Donc, on utilise beaucoup moins d'eau si on cultive du millet. Donc, c'est intéressant pour la planète. Oui, et dans un contexte de changement climatique où l'eau est en train de disparaître dans beaucoup de régions, c'est un genre de, comment on dit, climate resilience. Oui, une résilience climatique, pourrait-on dire. Et d'ailleurs, nous avons vu, nous avons vu dernièrement une sécheresse dramatique à Chennai, peut-être toujours mieux connue sous le nom de Madras,
une ville presque dévastée par la sécheresse, et ça touche fondamentalement à la vie des citoyens d'une manière flagrante et très très préoccupante. Et monsieur, il disait, c'est pas pour vous corriger Pierre-Alain, mais il disait que son produit c'est 3 à 5 fois plus que de 2 à 3. C'est vraiment un produit très très intéressant dans la lutte de la sécurité humanitaire. Moi, je voudrais revenir une seconde sur ce qu'on disait sur l'inégalité homme-femme étant la maîtrise. En fait, c'est absolument vrai, et je pense que si on s'adresse à cette inégalité-là, on s'attaquera naturellement à d'autres inégalités, peut-être l'inégalité des richesses, qui est celle qui est fondamentale à ce monde injuste que nous souhaitons tous ici au Dialogue de l'Humanité combattre. Mais ça passe effectivement par ce que vous dites. Voilà, peut-être que avant de conclure, vous voyez que le temps passe très vite et que nous sommes nombreux et donc nous avons peu de temps pour s'exprimer. Un tout petit peu de musique pour savoir mieux nous écouter, par exemple avec The Free Mix de Manias Memory. Et voilà, nous sommes toujours au parc de la Tête d'Or, nous sommes toujours Human, la radio de l'humanitaire et de l'écologie, nous sommes toujours à Dialogue en Humanité. Voilà, nous sommes le 5 juillet 2019, nous sommes au parc de la Tête d'Or et dans le Vieux-Lyon. Et qu'est-ce qu'on fait? On se raconte demain. On se raconte demain et on se demande de quelle manière, dans cette crise écologique dont les médias nous parlent de plus en plus à juste titre, dans ces crises humanitaires qui partout affleurent dans le monde, soit qu'elles soient le produit des catastrophes naturelles, soit qu'elles viennent des catastrophes humaines, parce qu'il y en a aussi et les guerres sont nombreuses, eh bien, nous avons à rechercher les lueurs d'espoir, celles qui peuvent nous aider à vivre ensemble. Et pour cela, eh bien, je vous propose en quelques minutes de faire un tour de table. Et je vois que quelqu'un a un micro et est prêt à s'exprimer. Oui, c'est Irène du Bénin. Alors, je Irène voudrais du parler Bénin. aujourd'hui de la lueur d'espoir que nous avons à travers le réseautage des associations pour mutualiser les stratégies de lutte contre le réchauffement climatique au Bénin. Voilà. Et je crois que c'est un gros effort qui nous permettra de trouver des solutions adéquates aujourd'hui et de changer le comportement des hommes et des femmes pour que nous allions vers un meilleur environnement plutôt. Donc de l'espoir au Brésil, malgré un président de l'espoir au Bénin. Ah, pardon. Parce que vous parliez du Brésil, du coup c'est le Bénin. Le Brésil, c'est là. D'accord. Pardon, ouais. Oh, c'est pas loin, c'est en face, écoutez. C'est en face. Avec le Gulf Stream, ça tourne. Hein. Il y a des on est au Bénin, on se laisse sur un radeau et puis on arrive automatiquement chez vous. Enfin, au Brésil, pardon, pas loin, quoi, en tout cas. Hein. Avec le vaudou. Alors le vaudou peut nous y aider, oui. Alors nous continuons, je crois qu'il y a sur votre gauche un architecte qui apparaît, qui tombe du ciel. Alors il va nous dire comment il s'appelle, je crois que c'est Luc Schetten. Bonjour. Vous arrivez. Je viens de Belgique et en Belgique on m'appelle Scheuten et en France Schuiten. Je viens d'entendre là une perspective de développement de la population où on parle de 10 milliards d'habitants. Alors là, c'est quelque chose qui, moi, m'interpelle très fortement. 10 milliards dans quelques dizaines d'années, je ne sais pas, 2050, 2100, on est à combien? À 20 milliards. De 200, on est à 100 milliards. Et quand est-ce qu'on va arrêter de concevoir les choses comme
un développement qui est illimité. Il faut arrêter de faire des enfants. Mais il faut surtout commencer à réfléchir sur notre position sur la planète. Vous savez que si on additionne l'ensemble de la biomasse des vertébrés, on arrive à 97% de l'homme et de tous les animaux qu'il a besoin pour pouvoir se nourrir. 97% en Belgique, 97% en France, et 3% reste pour la vie sauvage. On s'est développé de manière totalement anarchique et déséquilibrée. La planète ne peut pas supporter longtemps un tel déséquilibre. Donc on ne peut imaginer des solutions positives que dans la manière où nous allons commencer à devenir raisonnables, à penser à une forme de décroissance, mais aussi de dénatalité ou de diminuer la pression que nous exerçons sur l'ensemble de la planète. Et vous, Luc Schuiten, vous avez un projet des cités végétales à Lyon-Pardieu en 2100. Dites-nous quelques mots là-dessus, quelques mots seulement parce qu'on a très peu de temps. Eh bien, pour moi, la civilisation industrielle a programmé sa propre obsolescence. Elle ne peut absolument pas continuer dans le sens dans lequel elle s'est engagée, dans lequel les décideurs nous engagent. Il faut trouver une autre voie. Et pour moi, le biomimétisme, la voie de la nature, est tout indiqué parce qu'elle est 100% durable. Tout ce qui pousse se renouvelle automatiquement et crée un ensemble de conditions favorables, absorbe le CO2, purifie l'air, etc. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire à la Pardieu? Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Des grands arbres, quoi, des arbres géants, plus grands encore que la tour de la Pardieu, plus grands que le Crayon, plus grands que la tour Equity, est-ce possible? Dans les hypothèses que je fais, il y a donc la tour Pardieu est parée d'une nouvelle structure qui est un ensemble de capteurs solaires et de turbines à vent qui permettent d'alimenter l'énergie nécessaire au fonctionnement de la tour. Pour moi, la vision écologique du développement d'une ville, c'est pas tout raser, c'est travailler avec ce qui existe et proposer des modifications, changer la nature des matériaux qui va faire la liaison entre l'intérieur et l'extérieur, de manière à ce que ce soit communicant, que ça fasse des liens. Donc je propose que ces habitations se transforment petit à petit en des supports d'éléments végétaux qui vont permettre de créer ce lien. Je propose qu'un site comme celui-là soit une sorte de promenade verte et que la Pardieu devienne une sorte de paysage qui soit accessible à tous à différents niveaux de hauteur. Jean-François Ploquin. D'abord, je suis fasciné de voir que vous êtes scénariste de BD. La fièvre d'Urbicande, les murailles de Saint-Mary's. Ah, c'est le frère, voilà. C'est mon frère. Alors, François. C'est une famille formidable. Mais j'ai travaillé. Voilà, j'ai travaillé avec François aussi dans certaines BD, mais justement, c'est là. Et donc, pas le cas. Et je vois là que en page 16 du programme, il y a une très belle image de vision des cités végétales. Et en dessous, il y a spectacle à partir des paroles recueillies auprès des personnes réfugiées. Et je me dis qu'on tient les deux choses. C'est-à-dire, alors quand les gens ont conçu la métropole, avec les compétences du département et les compétences de l'agglomération, ils ont dit il faut associer l'urbain et l'humain. Bon, ben on a ça, c'est-à-dire qu'il faut, je ne reprends pas le slogan à mon compte, c'est pas ça, mais il s'agit bien de ça quand même. Il faut construire des villes et des villes accueillantes, et c'est l'architecte, c'est les urbanistes, etc. Mais il faut que nous soyons accueillants comme population. Et d'autant qu'on l'a dit tout à l'heure, je parle à nouveau des réfugiés, des gens qui arrivent parfois très abîmés dans leur corps, dans leur psyché, qui sont vulnérables, qui sont pleins d'énergie pour rebondir, mais on doit être accueillants. Et mon petit mot d'espoir peut-être, c'est que nous savons être accueillants dans nos territoires et que nous devons le rester. Et qu'il y a sans doute un combat pour rester accueillant. Fernando ? Oui. Je voudrais parler de la nourriture. En ce moment, il y a à peu près 800 millions de petits producteurs, des agriculteurs familiaux, paysans, qui produisent à peu près entre les 60 et les 70% de nourriture que nous avons sur nos tables. Et justement, il s'agit d'une production diverse d'une part, les semences locales, la diversité des produits, mais surtout, il y a là un aspect
écologique. Dans quel sens? Que l'agriculture familiale, justement, est résiliente, nous permet d'empêcher, justement, les changements climatiques. Donc voilà, nous sommes en train de travailler là-dessus dans les groupes de sécurité et souveraineté alimentaire. Voilà, un dernier mot d'un membre du public qui est là et à qui je passe le micro pour 15 secondes. Bonjour, je m'appelle Richard Delia, je suis poète de rue. Ce que je veux dire, c'est par rapport à l'ouverture des dialogues en humanité. Les dialogues en humanité m'ont montré une chose, c'est qu'on peut ouvrir les yeux, on peut voir les problèmes en face et on peut finir dans la joie. Le fait d'être réaliste n'empêche pas la joie de vivre. Et l'année dernière, j'ai trouvé ça merveilleux. On a fini dans la joie tout en ouvrant vraiment les yeux et c'est important. Et les dialogues en humanité sont là pour ça. Merci. Voilà. Voilà le mot du poète qui vient conclure ces débats, cette écoute. Merci à tous d'avoir été là. Merci au public qui est de plus en plus nombreux. On n'a pas pu donner la parole à tout le monde. Merci à vous tous. Merci à l'organisation. Et merci quand même aussi à la métropole et à la ville de Lyon. À bientôt pour un autre Human. Salut. Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.